Alors on va cette fois-ci repartir avec vous, Véronique Riche-Flores, puisqu'on va s'intéresser à la Chine. Alors là, vous avez délibérément, dans votre article de la revue Banque, vous avez évoqué un certain nombre de sujets qui vont un peu à rebrousse-poil des idées qu'on se fait sur justement une espèce de longue marche vers la prospérité, la félicité chinoise, qui serait à sortir d'un sérieux bémol, notamment parce qu'il serait lié à la démographie. Alors on va récupérer les micros pour qu'ils marchent. Alors allez-y, cette fois-ci, c'est vous qui introduisez la table ronde. Bien, merci. Ça me donnera l'occasion peut-être de clarifier un petit peu certaines analyses qui peuvent paraître un peu surprenantes ou pessimistes. Donc, alors moi, quand j'ai été sollicitée effectivement pour participer à ce numéro sur nouveau centre de la finance mondiale en Asie, je ne savais pas quel biais prendre pour participer. Et j'ai eu envie, et là encore, on retrouve une préoccupation, c'est de dire attention, on est en train de partir très vite là. Et d'imaginer encore une fois que tout ce qui paraît couler de source se réalisera et coulera effectivement de source. Je pense encore que les choses sont plus compliquées, notamment quand on prend la dimension démographique de l'Asie et tout particulièrement de la Chine. Cette dimension démographique, autant que mes recherches m'ont conduit à comprendre, a eu un effet absolument gigantesque sur l'évolution économique des 40 dernières années, l'évolution économique mondiale, mais particulièrement chinoise. Et quand je disais tout à l'heure, l'Asie était riche de main-d'œuvre, on a mis des outils dans les mains de cette main-d'œuvre. Pas oublier que la main-d'œuvre, donc la population, donc la démographie, c'est la première ressource de croissance. Hein. Dans les cours d'économie, on dit la croissance, c'est quoi? C'est le capital, enfin, c'est la main-d'œuvre, c'est le capital et la terre multiplié par la productivité, c'est-à-dire la manière dont on utilise ces ressources. Et ce qui s'est passé effectivement, ça a été absolument phénoménal, avec une montée en puissance de la population jeune, hein, ces baby boomers asiatiques, chinois, qui étaient pas ceux de la post-seconde guerre mondiale, mais de la post-révolution chinoise, qui sont venus alimenter effectivement un marché du travail absolument abondant, qui font que la main-d'œuvre abondante est relativement peu chère, donc même très peu chère. Et la Chine a développé véritablement tout son modèle économique sur cette richesse. Ça a été orchestré de main de maître, avec des résultats absolument époustouflants. Et donc, on a vu quoi? Émerger d'abord un socle de production. C'est l'investissement. Quand la population augmente, la population en âge de travail augmente, en général, très rapidement, le taux d'investissement augmente derrière. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est classique, en fait, hein, comme phénomène, hein, sauf qu'à la taille de la Chine, ça prend des proportions absolument gigantesques. Première étape du développement, montée en puissance de la chaîne productive, des exportations, etc. On a commencé avec du bas de gamme et puis on finit avec du bien plus sophistiqué. Deuxième étape de cette échéance démographique, c'est quand la population commence à vieillir avant d'être vieille au point de sortir de l'âge actif. C'est la deuxième moitié de la vie active. Et c'est là qu'on a vu effectivement pourquoi elle est importante, c'est parce que c'est la population qui épargne. Hein. Quand on a entre 40 et 60 ans, on a une capacité d'épargne, en général une motivation à épargner, qui est un peu différente que quand on est plus jeune. Donc on a vu une explosion de la capacité d'épargne, qui va de pair avec les excédents et la formation des excédents chinois, bien évidemment, qui va de pair avec le fait que la Chine a finalement représenté jusqu'à 20% de l'épargne mondiale ces dernières années, et donc avec une influence sur les rouages financiers effectivement absolument gigantesque. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Chine vieillit. La Chine a finalement, la photographie démographique de la Chine, c'est la même que l'Europe. Rigoureusement la même, un poil même plus rapide dans son processus de vieillissement si on se fie aux projections de l'ONU, et je ne pense pas qu'on ait beaucoup mieux à fournir en la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'instar de ce qu'on redoute en Europe, hein, cette population qui a d'abord été une main-d'œuvre abondante à bas coût, qui au cours des 15 dernières années a fourni une ressource en épargne absolument gigantesque, est en train de basculer à l'âge
post-actif. Alors bien sûr, vous allez me dire, il n'y a pas d'âge, c'est pas le même âge que chez nous. Enfin, peu importe, à 5 ans près, le mouvement se fait, c'est-à-dire que, on a une raréfaction croissante de l'afflux de main-d'œuvre, donc de main-d'œuvre pas chère. 2, une raréfaction potentielle des ressources en épargne, parce qu'effectivement, surtout quand on est chinois, quand on a épargné pour sa retraite, on va certainement puiser un peu dedans quand on est effectivement plus en activité. 3, à l'échelle mondiale, ça veut dire qu'effectivement, décalquer l'idée d'une Chine qui continuerait à être l'atelier du monde, c'est un non-sens absolu. Est-ce qu'on a des pays pour la remplacer dans le spectre de tous ces pays émergents? Certainement, mais de manière un peu plus aléatoire sans doute. Et donc, voilà comment, de fil en aiguille, effectivement, je suis arrivée à poser la question, est-ce que ces sous-jacents démographiques n'entament pas quelque part l'évidence qui est celle qu'on a développée dans ce rapport, selon laquelle la Chine va s'imposer comme la plateforme financière mondiale à terme. Rappelez-nous 2-3 paramètres déterminants. L'histoire d'un enfant par couple, c'est terminé théoriquement? Oui, alors bien sûr c'est terminé. Oui, c'est à peu près terminé. Alors d'abord ça a été un facteur d'accélérateur du vieillissement parce qu'en fait on n'a pas renouvelé les populations et donc la boom du gonflement des naissances post-révolution constitue cette bulle qui a constitué toutes les étapes du développement chinois et qui aujourd'hui va faire que beaucoup de personnes âgées vont... part des personnes âgées va beaucoup gonfler. Donc c'est fini, sauf que vous avez bien conscience qu'entre-temps, la Chine s'est développée, la Chine s'est urbanisée, que les modes de vie ont été modifiés, donc que naturellement la population est beaucoup moins encline à faire beaucoup d'enfants que par le passé. Troisièmement, dernier point, même si cette politique ou la fin de cette politique était efficace, il ne faut pas moins qu'une génération pour que ça soit dans les chiffres. Or, c'est le choc démographique, ce n'est pas dans 50 ans, c'est au cours des 15 prochaines années qu'il se précise. Et un autre phénomène, donc la Chine n'est plus rurale, ou plutôt elle s'urbanise à vitesse grand V. Il y a combien, on dit 250 000 personnes qui arriveraient en ville tous les jours, c'est ça? J'ai pas le même, je sais pas, j'ai pas cette donnée, mais ça va très vite effectivement. Donc, et ce qui pose également, ce qui a d'abord d'importantes implications sur les comportements en termes de naissance, etc. Et puis d'autres implications qui s'imposent de plus en plus sur les limites physiques processus de croissance ou du modèle de croissance, en particulier urbain, avec son lot de pollution et de dysfonctionnements absolument gigantesques qui sont en train de se propager. D'accord. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais avoir les lumières de Dominique Garabiol, c'est le particularisme du yuan. Tout à l'heure, je lui ai demandé combien ça vaut un yuan. Autrefois, on disait la différence entre un rouble et un dollar, c'est un dollar, mais bon, là, on ne peut pas le faire. C'est plus. Non, il faut 8 yuan 52 pour avoir 1 euro. Et il faudrait, pour bien faire, il faudrait que l'yuan soit à 6 ou quelque chose comme ça, pour être à la parité de pouvoir d'achat. C'est les estimations des experts du FMI. Mais le yuan, c'est un vecteur très important de la manière dont les officiels chinois voit l'intégration de la Chine dans l'économie globale. Alors, je fais 3 minutes pour, 1 minute et demie pour faire un historique. Vous savez que le yuan est plus ou moins indexé sur le dollar. L'indexation initiale, ça date de 95. Et l'objectif, c'était pas, il n'y avait aucune idée de compétition internationale. C'était simplement d'établir un PEG pour créer une relation avec la monnaie de Hong Kong, le dollar de Hong Kong, qui était lui-même lié au dollar. Et la Chine a vaincu ça pendant jusqu'en 2004. Alors, il y a 2 phases importantes dans la politique chinoise. D'une part, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 1998 avec la crise asiatique, où les Chinois, comme les autres, comprennent qu'il faut des réserves pour faire face au retrait des capitaux flottants. Alors, d'où la politique très mercantiliste de la Chine pendant la décennie suivante. Puis, il y a 2008, avec la crise financière,
où les Chinois s'aperçoivent que, en réalité, ce qu'ils font, c'est pas tellement cool, c'est pas tellement sécure. Et à ce moment-là, on a un virage très rapide. Il y a des problèmes internes qui peuvent perturber le périple chinois, mais il y a aussi les chocs externes. Et symptomatiquement, le gouverneur de la Banque populaire chinoise, de la Banque centrale chinoise, édite un mémo en avril 2009 où il préconise l'utilisation du DTS à la place du dollar. Ça rallie au plan Keynes de Bretton Woods. Et il faut se rappeler que c'est un plan qui comprenait une limitation des excédents. Il y avait une pénalisation des pays excédentaires. La Chine promeut ce schéma-là. Alors là, ça donne lieu à la réforme du FMI qu'on a eue en 2010, mais qui n'a jamais abouti parce que les États-Unis font obstacle encore actuellement. Et puis, la Chine comprend à ce moment-là qu'elle n'obtiendra jamais de réforme profonde du FMI. Et c'est à ce moment-là qu'elle se décide à accélérer le processus d'internalisation du yuan. Alors, elle le fait petit à petit, comme le font toujours les Chinois. Et pour répondre pour donner un éclairage sur la relation de la Chine avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les premiers contrats de swap qui permettent une circulation modeste mais effective du yuan à l'extérieur de la Chine sont conclus avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie avant d'être conclus avec l'ASEAN ou des pays plus proches d'elle. Alors, le dernier rebondissement, c'est l'année dernière. Alors, c'est un double rebondissement parce qu'on a eu successivement une prise de position très violente des Chinois contre ce qu'il appelait l'américanisation du monde. Alors, la négociation était beaucoup plus large que financière. Hein. Il y avait la remise en cause de la présence militaire des États-Unis aux 4 coins du monde. Enfin, ça rappelait, c'était sur le même ton que dans l'interview de Poutine que vous avez pu entendre il y a peu. Alors, il y avait aussi une dimension financière. Et la thèse, c'est que les Américains ne pouvaient pas gérer leurs risques en les transmettant au monde. Alors, ça a accéléré les choses. Le mois d'après, il y a eu le plénum du Parti communiste chinois qui a décidé de l'ouverture formellement, parce que c'était sur les rails avant, mais c'est lui qui a décidé formellement de l'ouverture de la zone de libre-échange de Shanghai qui fonctionne depuis le début de l'année. Alors j'aime bien coller, Monsieur de Lauzun, la célèbre formule « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera », vous l'attribuez à Napoléon. Oui, à Napoléon. Ouais. Et depuis que Perfit a écrit son bouquin, tout le monde pense que c'est Alain Perfit qui l'a écrit. Alors Napoléon avait de mauvaises lectures puisqu'il a lu le récit d'un Anglais, d'ailleurs, je crois, qui avait visité la Chine et qui mettait des théories. Ça vous semble crédible, finalement, ce discours oui, mais tout notre XVIIIe siècle était fasciné par la Chine, qui connaissait souvent assez mal. Mais en revanche, ce qu'ils arrivaient à percevoir, c'est que c'était un ensemble plus peuplé et plus riche, au moins disons, ça basculait courant XVIIIe, début XIXe. Et ils étaient fascinés par le mode de gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement extrêmement réduit en nombre, mais capable de gérer de façon assez efficace cet ensemble énorme, avec sur le plan économique une gestion des marchés qui était probablement plus ouverte et plus libérale qu'elle ne l'est en Europe, une régulation des cours des matières premières qui était plutôt assez efficace, mais qui n'a pas du tout généré le capitalisme souvent plus violent et chaotique, mais beaucoup plus innovateur, qui s'est développé en Occident. Parce que précisément, l'image du monde qu'il y avait était une image du monde qui n'avait pas
n'était pas linéaire dans le temps avec un avenir totalement différent du passé, mais une image fluctuante où il fallait s'adapter à un monde constamment changeant, mais dont la nature de base ne bougeait pas. Elle ne bougeait pas, mais effectivement, les vagues, elles, bougeaient tout le temps. Oui. Alors, Alain Donc, Perfit, lui, il ajoute ils avaient cette image-là du côté chinois. Nous, on projetait là-dessus en se disant, par exemple, les philosophes disaient à peu près n'importe quoi, en général, sur la plupart des sujets, mais sur la Chine, ils y projetaient leur désir. C'est-à-dire, ils y projetaient leur désir de despotisme éclairé. Mais alors, quand Perfit reprend la formule avec un certain succès, lui, il pense que c'est le maoïsme qui va faire que la Chine va devenir une... Oui, parce que je pense qu'il a eu l'intuition, malgré le désastre à court terme qui était le maoïsme, qui est quand même globalement un désastre à peu près complet, il a eu l'intuition que ça mettait en place des structures, exactement ce qu'avait fait en fait le premier empereur, Sun Huangdi, qui était en fait un tyran militariste parmi les pires qu'a connu la planète et que Mao Tse-tung admirait pour ses éminentes qualités, et donc qu'il par lui-même n'a pas créé la Chine impériale que nous connaissons. Il a créé l'infrastructure, et les Han, en fusionnant avec la référence confucéenne, ont créé ce qui sera, pendant 2000 ans, le pays, effectivement, capable de renaître en permanence de la disparition de ces dynasties, où on en régénère une autre, mais avec un modèle qui est à peu près le même. Donc ils avaient créé ce modèle, mais ils ont dans leur tête un modèle qui est un modèle de l'Empire du Milieu, qui est référentiel, et où le périphérie autour est plus ou moins barbare, pour reprendre le terme par lequel on traduit l'expression, et en tout cas n'est pas du tout à leur niveau culturel. Donc ils ont à se créer un modèle de ce qu'est une Chine insérée dans un milieu mondial où il y a plusieurs puissances. Il n'y a aucune référence dans l'histoire chinoise qui donne quoi que ce soit comme référence là-dessus. Donc ils ont tout à créer. Donc ils ont deuxièmement à créer une hybridation entre les éléments de culture traditionnelle, l'injection marxiste qu'ils ont opérée, et puis le fait de se retrouver dans ce monde tout à fait différent. Ils ont besoin de le traduire en termes concrets. Bon, on parlait de la monnaie. Pour eux, c'est aussi extrêmement nouveau d'avoir à gérer l'introduction d'une monnaie nationale par rapport à d'autres monnaies. Donc, ils jouent le jeu de le faire rentrer progressivement en atmosphère, en cherchant à garder un degré raisonnable de contrôle, mais en acceptant de prendre des risques progressifs pour voir ce que ça donne. Donc, ils sont en pleine expérimentation. Évidemment, l'autre élément majeur d'expérimentation que tout le monde sait, c'est l'essai de création d'un modèle politique et social original, qui n'est évidemment pas le modèle issu des chers Marx, Engels, Lénine et Staline, qui étaient encore à l'époque de Perfit sur la pièce Tiananmen, mais un modèle, je dirais, précisément ressemblant à celui des philosophes, c'est-à-dire une espèce d'aristocratie intellectuelle où on coopte tout individu ayant du talent dans un système dont on espère qu'il restera à peu près en équilibre sur un pays par ailleurs bouillonnant et extrêmement compliqué, et où la population, contrairement à l'idée reçue, a depuis 2500 ans une tendance régulière à se révolter quand elle n'est pas contente. Et c'est d'ailleurs l'anniversaire de la place Tiananmen. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure que apparemment les jeunes populations n'étaient pas du tout impactées par ce souvenir-là. C'est vous, madame, qui disiez ça? Non, c'est pas là. Non, mais ça veut dire que donc, moi je crois évidemment que les facteurs démographiques, c'était madame Richefleuès, sont tout à fait majeurs, mais simultanément, on voit bien qu'il y a un momentum qui va assurer à la Chine une place beaucoup plus grande qu'elle avait jusqu'à maintenant. Je pense qu'il ne faut pas confondre deux facteurs, qui est jouer un rôle de plus en plus grand au niveau mondial sur un grand nombre de plans, notamment économiques, et sur la puissance financière, et être une place financière. Alors ça n'a rien à voir. L'histoire montre que la plupart des grandes places financières ne sont pas les grandes puissances dominantes du moment. En tout cas, l'histoire d'Europe n'est pas du tout celle-là. Le cas britannique actuel montre que le rôle de place financière peut survivre à la position impériale. Et finalement, le cas américain, qui est celui qui pourrait être le moins éloigné du cas chinois, c'est-à-dire d'un pays qui n'a pas été construit pour être la place financière mondiale, qui a été construit pour être un havre de près loin des miasmes de la vieille Europe, et qui se trouve jouer ce rôle impérial, mais aussi qui peut le faire beaucoup plus facilement parce qu'il a développé un énorme marché intérieur et qui vit sur ces bases-là. En même temps, on voit bien qu'il n'arrive pas à jouer, qu'il ne joue pas au niveau mondial, il joue un rôle dominant, mais pas autant qu'on pourrait le supposer vu ça.
ce qui permet à Londres et à un certain nombre d'autres d'exister. Donc, comme je disais un petit peu tout à l'heure, les bases pour que la Chine joue ce rôle de centre mondial de la finance, à mon avis, sont très faibles à vue humaine. Vous dites ça pour rassurer Alain Piton, qui est à vos côtés, qui est Paris Europlace. Quand vous entendez la Chine s'éveillera, vous vous dites je tremblerai, moi aussi. Alors non, on ne tremble pas, on essaye de se réveiller nous aussi, d'être prêts en même temps. Non, je reprendrai volontiers le terme de Pierre Delezin sur l'expérimentation. Je crois qu'effectivement cette question de l'ouverture de la Chine, en particulier via le sujet monétaire, mais pas seulement, est un point qui est particulièrement important pour nous parce que c'est assez emblématique de la capacité de la place de Paris. Et quand je dis place de Paris, d'ailleurs, c'est la place financière et l'industrie financière française en général à faire valoir ses atouts. Alors peut-être quelques éléments pour essayer de brosser je ne sais pas le portrait, mais en tout cas la façon dont on essaye d'aborder les choses et de s'inscrire dans cette dynamique. C'est d'abord de constater qu'on a des entreprises françaises qui sont très présentes sur le marché chinois, qui commercent beaucoup avec la Chine, par définition. On est un acteur important, alors on n'est peut-être pas parmi les premiers, mais en tout cas très important. Et donc évidemment, cet enjeu monétaire est important par rapport aussi à ça. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, est un élément assez fort pour la façon dont on a construit la place française. Je dirais que nous, l'objectif, c'est pas de faire du trading pour faire du trading, c'est parce que derrière, il y a un enjeu de développement économique. Alors ça, c'est un premier élément. On a aussi, bien évidemment, le fait qu'on a une industrie financière française, des banques évidemment, mais aussi des assureurs, des investisseurs institutionnels, donc des gérants d'actifs qui ont aussi beaucoup d'expertise, qui sont présents déjà là-bas, qui ne sont pas présents d'ailleurs simplement en Chine, mais aussi dans d'autres pays, Japon, Corée, Singapour, etc. Donc ça, c'est un point qui est évidemment important. Il y a un élément d'ailleurs que je mentionnerai aussi dans l'approche qu'on a par rapport à ça. Alors il ne s'agit pas simplement de chercher la singularité pour le plaisir ou de trouver de faux éléments, mais je reprendrai volontiers ce que disait Philippe tout à l'heure sur l'Afrique. Alors c'est pas parce que la France a eu une position traditionnelle en Afrique et que par ailleurs les Chinois aussi sont très présents en Chine, mais on pense que dans le contexte dans lequel les places financières européennes sont en train de se positionner, on viendra peut-être après sur le rythme et le contenu surtout de la façon dont elles se positionnent, eh bien, il y a peut-être une carte à jouer côté français sur utiliser finalement Paris comme plateforme pour les échanges entre la Chine et l'Afrique. Alors ça, c'est un petit peu le cas général. Après, on a... Excusez-moi, parenthèse, dans la revue Banque, vous avez un excellent encadré sur la fameuse China Exim Bank, qui est devenue la banque de l'Afrique, enfin, une banque incontournable en Afrique. Qui est effectivement une banque très importante. Ce qui me permet d'ailleurs du coup de rebondir sur le fait qu'un des éléments qui, à mon avis, est un atout sur la place française, c'est qu'on a des acteurs chinois qui sont présents. Alors, ils ne sont pas présents évidemment qu'en France, mais ils sont présents depuis, pour la Bank of China, je crois que ça fait 20 ans qu'ils sont à Paris. On a aussi ICBC, bien sûr, et Exim Bank. Donc, c'est un élément. Et d'ailleurs, dans la démarche qu'on essaye de mettre en place à Paris Europlace, avec, je le répète, les établissements de crédit français, enfin les banques françaises, les assureurs, les gérants d'actifs, il y a aussi, évidemment, avec ces établissements financiers implantés en France. Et au passage, d'ailleurs, alors je ne voudrais pas faire de la géopolitique, je ne suis pas du tout un spécialiste là-dessus, mais je crois qu'un des éléments, alors là encore, il faut qu'on soit capable de montrer techniquement ce qu'on apporte, il faut qu'on soit crédible dans la démarche, il faut qu'on s'inscrive dans la durée, et là encore, je reprendrai volontiers l'expression de M. Boudizi sur le rapport au temps, donc ce n'est pas des choses qu'on essaie toujours bien faire en France, mais bon, sous ces réserves-là, on a clairement des atouts à jouer. Des cartes à mettre sur table, notamment le fait que les Chinois n'ont pas, je pense, enfin, vous me direz si je dis une bêtise, envie d'être, je dirais, avec simplement un tête-à-tête avec les Américains et les Britanniques. J'ajouterai un deuxième élément, c'est que dans la période actuelle où la question de l'incertitude, alors il y a beaucoup d'incertitudes sur l'Europe, sur la zone euro, mais malgré tout, on peut quand même dire qu'au-delà des péripéties récentes, on a quand même quelque chose qui est en train de se construire avec l'union bancaire, qui sera beaucoup plus impactante que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas simplement un sujet de contrôle et de supervision, ça va être beaucoup plus important sur la construction européenne qu'on l'imagine. Et de ce point de vue-là, il me semble que, alors qu'un autre pays voisin, outre-Manche,
se pose des questions sur la présence même au sein de l'Europe, je parle même pas de l'euro, là il y a peut-être éventuellement une carte à jouer. Alors il ne s'agit pas de dire qu'on va jouer simplement sur ces aspects politiques, je le répète, il faut qu'on ait un travail technique là-dessus. Peut-être juste un mot, si vous permettez, sur cette approche-là, parce que c'est un peu les modestes choses que nous essayons de faire à Europlace, avec évidemment l'appui important des établissements de la place, de leur représentation professionnelle, c'est que sur les différents outils de la palette qui permettent d'échanger, de développer et de participer à cet effort sur l'internationalisation du renminbi, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail sur les accords qui permettent aux investisseurs, etc. Il y a l'accord de swap qui a été conclu. Et sur le domaine sur lequel on dit que nous avons un petit retard, mais là encore, je me réfère à la notion de rapport au temps, qui est la question de la compensation. Je crois que les choses vont avancer aussi à un bon rythme. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de voir la façon dont on construira ce sujet sur le clearing, parce qu'il n'est pas impossible qu'on le construise de manière peut-être plus, je ne vais pas dire, il ne faut pas être prétentieux et je vais être très prudent, mais on va le construire de manière peut-être plus solide que certains de nos voisins qui sont beaucoup plus forts que nous, je le reconnais, dans les effets d'annonce. Je voudrais, madame, vous demander ce qu'il faut penser d'initiatives spectaculaires, comme cette zone de libre-échange de Shanghai. Alors la question vaudra aussi pour vous, monsieur Garabiol. Est-ce qu'il y a vraiment des initiatives chinoises qui peuvent montrer une réelle inflexion dans leur approche des comportements économiques traditionnels occidentaux? Écoutez... Est-ce que c'est Shanghai, est-ce que c'est l'écrit libéral en gros et ça clignote, quoi? Oui, bien sûr, mais c'est pas nouveau. Je pense qu'il y a la Chine et la culture économique chinoise ne cesse d'évoluer vers... je pense qu'on peut le dire encore aujourd'hui, mais vers de plus en plus de libéralisme. Je ne suis pas sûre qu'on n'ait pas un petit retour en arrière là dans les prochains trimestres, mais bon. Mais sur le papier, au moins, on évolue. Et effectivement, surtout si on lit les papiers et les comptes rendus du 18e plénum du début d'année ou de la fin de l'année dernière. Donc, oui, c'est ça. Et donc la Chine se libéralise, c'est indéniable. De toute façon, elle en a besoin pour son parcours économique. Et je pense qu'il y a une très forte conscience, effectivement, quand on veut s'internationaliser, quand on veut et quand on a la place qu'a l'économie chinoise, on peut pas. Il faut faire des concessions, il faut lâcher du lest. Et les concessions, elles doivent se faire dans tous les domaines, même si certains domaines sont un peu plus longs que d'autres, et que quand on veut libéraliser totalement sa monnaie et qu'on est quand même un parti encore communiste, c'est plus compliqué. Néanmoins, je pense que les choses évoluent dans ce sens-là. Alors, ça ne veut pas dire que, là encore, tout soit tracé. Et je pense qu'il y a quand même un contraste qui est assez saisissant entre les prises de position et la lecture que, en particulier, les marchés financiers ont eu du communiqué du 18e plénum et la réalité au mois le mois ou au jour le jour qu'on constate, qui donne plutôt le sentiment aujourd'hui d'une Chine qui se referme. Vous voulez dire un effet d'annonce libérale et une réalité qui va exactement en sens inverse. Alors vous me direz, bon, là, on travaille sur la durée et donc ne nous fions pas aux signaux du court terme, hein, mais je pense je trouve moi qu'il est assez manifeste et qu'on a quand même le sentiment d'une administration ou d'une Chine qui est en train de se refermer. Elle se referme d'ailleurs un peu commercialement. Elle revient avec une politique de change qui est là pour le coup, quand on parle d'internationalisation, de transparence, et puis qu'on dégaine plutôt une politique de dépréciation ou de dévaluation du yuan, en tout cas depuis le mois de mars, c'est un peu troublant. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, et puis on voit qu'il y a encore des retours en arrière, pas mal d'hésitations qui traduisent un environnement un peu compliqué quand même. On prolonge avec Dominique Garabiol. Alors, pour une fois, je fais pourtant la contradiction. Je ne partage pas l'analyse sur le mouvement récent du yuan. Alors, la Chine s'internalise tout doucement, à son rythme.
le ratio de libre de Shanghai, c'est pas grand-chose. Et bon, ça le deviendra petit à petit, comme ils l'ont fait pour les zones du libre-échange commercial il y a 20 ans ou quelque chose comme ça. Mais ils sont en train d'assainir leur système financier. Alors, comme tous les pays occidentaux, il y a eu un plan de relance au moment de la crise. Le plan de relance n'a pas été très bien maîtrisé. Il y a d'autres pays comme ça. Et ils sont en train de... Enfin, à mon sens, ils font des efforts monstrueux pour assainir leur système financier. Ils ont l'impression qu'il y a quand même un risque majeur. Alors, il y a un risque majeur qui est lié aux pratiques propres du système. Alors, il faut savoir que les banques officielles finançaient essentiellement les collectivités publiques, que ce soit des entreprises d'État ou des collectivités territoriales, et que les PME étaient financées par plus ou moins par des circuits plus ou moins transparents, par en réalité le shadow banking et des fonds de fortune, sans que les souscripteurs le sachent forcément. Alors ils ont embrayé cet investissement, et le problème majeur de la Chine, c'est que on a parlé tout à l'heure du montant des réserves. En gros, c'est 5500 milliards de dollars, fonds souverains inclus, et Hong Kong est inclus. Et il y a en face énormément de capitaux flottants qui sont rentrés. Et la position de dette de la Chine, c'est moins de la moitié. C'est 2500 milliards de dollars. C'est déjà beaucoup. Mais l'Allemagne, c'est quand même 1700 au seul. L'Allemagne progresse énormément sur sa position extérieure, à la différence de la Chine, où la position extérieure a tendance à stagner. Alors, ça veut dire que la Chine est confrontée à la spéculation en faveur de yuan et en faveur de l'économie chinoise, ce qui pourrait être très bien. Mais ils ont peur d'une crise monétaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais le directeur du FMI, il y a quelques années, à l'occasion d'un voyage en Chine, avait fait la promotion du contrôle des capitaux entrants. Et ce contrôle des capitaux a été tourné massivement par les biais d'achat de matières premières, parce que la Chine importe des matières premières. Il y a tout un circuit qui s'est construit, ça rappelle un peu la finance islamique, de carry trade en reposant sur les matières premières. Et en abaissant le yuan, enfin, l'abaissement n'est pas considérable. Ils ont le repli de yuan est de 3% depuis le début d'année. En abaissant le yuan de 3%, ils prennent complètement à revers les positions de carry trade. Ils obligent les investisseurs à découpler leurs positions, ce qui accentue en réalité la baisse du yen ou du RMB. Alors, on verra quelle est la bonne interprétation à la fin, mais pour moi c'est plutôt ça, et ça donne des résultats, parce qu'on a su hier ou ces jours-ci que le prix de l'immobilier, pour la première fois depuis des jours, avait baissé en Chine. Alors c'est leur but, c'est de casser ces bulles. Alors pour moi, la Chine maîtrise quand même extrêmement bien sa stratégie. Son but, alors on a parlé tout à l'heure des prédateurs asiatiques et chinois sur les entreprises européennes. La Chine, dans son souci d'internationaliser le yuan, la Chine a la préoccupation de réduire sa balance commerciale. La balance des capitaux est négative depuis 3 ans. La balance de capital, pas des balances courantes. Et la balance commerciale stagne en réalité. Et la dernière, l'excédent de l'Union de la zone euro est quasiment à la hauteur de l'excédent chinois. Enfin, on a un rééquilibre très important, et la Chine persévère sur son idée de réduire son exposition extérieure, ce qui passe bien par une déclaration de sa balance des paiements.
Et l'idée d'adosser le yuan à un panier de monnaie, une 9 monnaie, ça vous semble raisonnable, crédible? Ils le font actuellement, c'est déjà le cas. Certains disent que leur influence sur le marché des changes est considérable parce qu'ils veulent avoir un corridor contre le dollar, un corridor contre l'euro. Ça donne par transitivité un corridor euro ou dollar. Et on a l'air d'y être depuis quelques mois ou quelques années. Alors je ne sais pas je suis incapable de savoir quelle est l'influence réelle des Chinois dans cette stabilité un peu étonnante du marché de change. Mais ils maîtrisent les choses et c'est appelé à disparaître au fur et à mesure de l'internationalisation du yuan. Qu'en pense Alain Piton et Europlace? Alors je garderai bien de me prononcer contemporanément sur l'évolution de la monnaie chinoise. Moi, je trouve que ce qui est très, très important en la matière, et sur les évolutions récentes, je ne maîtrise pas du tout ça suffisamment. Le point qui est important pour nous, clairement, c'est que, et ça je reprends les expressions tout à l'heure, c'est que il y a des évolutions internes, on ne les maîtrise pas. La chose qui est évidente, c'est qu'il faut que nous, on travaille dans la durée, et qu'on travaille avec le plus de rigueur possible là-dessus. Et je crois que là-dessus, ce qui est très important, et c'est très positif par rapport à la place de Paris, il y a quelques débats en ce moment, je ne reprendrai pas ce qu'a dit un assureur, un grand assureur qui nous voyait déjà les deux pieds dans la tombe, mais voilà, c'est qu'on montre qu'il y a cet appétit de place pour construire quelque chose là-dessus, pour le faire dans la durée, pour le faire évidemment au profit aussi de nos entreprises et aussi de notre industrie financière qui a pas mal d'expertise. Et j'insiste là-dessus, sur les produits dérivés, sur la gestion d'actifs. Il y a clairement des choses qui sont importantes pour les Chinois. Je vais vous donner une réponse, alors que ça va paraître peut-être par un élément, plutôt un éclairage peut-être par le petit bout de la lorgnette, mais un des points sur lesquels il y a une vraie, je vais reprendre mon expression d'appétit du côté des Chinois, c'est aussi en termes de formation. Et un exemple parmi d'autres, on a monté à l'automne dernier un programme avec la NAFMI. Alors NAFMI, c'est une sorte de bras armé de la Banque centrale chinoise, avec d'ailleurs l'appui de beaucoup de gens ici, beaucoup d'établissements de la place, qui était sur le marché obligataire et qui était notamment sur la question de la maîtrise des risques. Alors on n'est pas les seuls en Europe, là encore, à faire ce genre de formation, mais je pense que l'expertise qu'on a là-dessus est typiquement quelque chose qui les intéresse et qui leur permet justement de répondre peut-être à certaines de leurs préoccupations sur comment est-ce qu'on évite de faire quelque chose, d'avoir une machine un peu folle qui s'emballe. Donc je crois que c'est vraiment sur ça qu'on doit construire les éléments. Alors c'est pas qu'avec la formation. Ce qu'on a aussi, et je le mentionne parce que là encore je crois que ça fait partie des atouts compétitifs et différenciants de la place de Paris et de la place financière française par rapport à certains de nos voisins, c'est qu'en matière d'innovation financière, on a notamment un pôle de compétitivité, on a un institut de recherche, on a clairement des choses sur lesquelles il peut y avoir de l'échange avec les Chinois. Alors on sait que ça n'est jamais totalement facile, mais je pense que là-dessus on a des choses à construire, des arguments à faire valoir. Je prends juste la fin de ce que vous avez dit. Est-ce que c'est pas un pays particulièrement opaque, Madame Riche-Flores, d'essayer de comprendre, en dehors des paramètres que vous avez évoqués, le vieillissement, etc., est-ce que c'est pas un pays un peu impénétrable, puisque finalement on a peur de ce qu'on ne connaît pas, le fameux quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Est-ce qu'on n'a pas peur de ce qu'on ne connaît pas d'abord? Je crois pas. En fait, moi, je trouve que c'est un pays qui est assez transparent. C'est même certaines fois troublant parce qu'on finalement quand on alors je vais revenir un peu sur l'aspect démographique, mais quand on voit effectivement la manière dont ils ont su utiliser cette manne démographique, la manière dont ils ont commencé le virage, quand ils ont pris conscience que cette manne démographique ne serait pas là pour tout le temps et qu'il fallait commencer à revirer, à se réorienter sur des industries à plus forte valeur ajoutée, et à se recentrer sur sa demande domestique, etc. Enfin, moi, j'ai plutôt le sentiment inverse en réalité, et j'ai l'impression qu'il y a un espèce de gros truc là, d'un bloc qui évolue de manière presque prévisible. Et donc non. Là, en tout cas, c'est pas ce que je ressens. Après, dans le rapport avec les Chinois ou les interlocuteurs chinois, là, ça peut être effectivement plus compliqué, mais parce qu'il y a cette dimension
hyper développée, me semble-t-il, très profonde, stratégique, peut-être probablement à un terme qui nous échappe un petit peu. J'ai l'impression que l'essentiel des difficultés peut... Alors vous vouliez ajouter... Oui, juste un point très rapide, je ne peux pas m'en empêcher, on est en fin de table ronde et vous couperez au montage, mais quand on parle de prévisibilité, de transparence, de stabilité, je me demande si le problème n'est pas plutôt un peu de ce côté-ci que de... Voilà. Enfin bon, mais j'arrête, je ne veux pas trop en rajouter, parler de celui que Pierre connaît bien par ailleurs, taxe sur les transactions financières et autres. Vous voulez dire que vous voudriez que le 13e forum des auteurs, ça soit sur... Je ne demande pas que ce soit le 18e plénum, qu'on ait le 18e plénum chez nous, mais il y a des choses qu'on a aussi. Alors Pierre Delozin, qu'est-ce que vous retirez de ces échanges, de cette vision prospective difficile, des efforts des uns et des autres, et de la problématique quand même assez étonnante du LAN? Je crois qu'il faut effectivement se familiariser avec le processus. Donc c'est l'intérêt de mettre à plat les réalités. Je suis assez d'accord avec Mme Flores. Je veux dire, le pays n'est pas facile du tout pour opérer, parce que non seulement, effectivement, les personnes ont des horizons et des références très différentes, mais les bases juridiques, les systèmes politiques sont évidemment assez différents. En revanche, l'effet d'ensemble est plutôt, c'est-à-dire assez traditionnel en Chine, visant à avoir quelque chose d'assez clair autant qu'ils peuvent y arriver. Ce point de vue-là, je ferai une petite comparaison d'actualité avec un grand pays outre-Atlantique qui, lui, apparaît beaucoup plus lisible parce que l'accès à l'information est extraordinaire. Je veux dire, il n'existe nulle part sur la planète. Mais savoir tirer les vraies conséquences de cette multitude d'informations est tout à fait différent. Et je dirais, sur ce plan-là, c'est presque inverse entre les deux. En revanche, évidemment, la difficulté qu'il y a dans ce système qui aime à se représenter et à représenter ce qu'il est à le dire, est-ce que les gens le voient, ce qui d'ailleurs sur le plan stratégique est utile et nécessaire pour faire avancer tout le monde, et qu'il est beaucoup plus difficile d'intégrer dans ce modèle-là l'ensemble du reste de la planète. Le système était, leur système mental était quand même plutôt fait pour être le centre du monde. Ils ne peuvent plus l'être tout seuls, ils peuvent l'être avec d'autres, et ça c'est complètement nouveau. C'est pas facile pour eux de l'intégrer. Et donc je pense que du coup, à la fois, ça leur assure une place majeure à la table internationale, mais une place complètement à part des autres, et une place dans laquelle ils ne peuvent pas jouer un certain nombre de rôles complètement centraux, comme par exemple on peut le jouer les Britanniques. Les Britanniques au XIXe siècle étaient réellement totalement centraux dans le système mondial. Les Chinois ne peuvent pas jouer ce rôle-là à vue humaine. Ils ne peuvent pas se donner cet objectif-là. Donc ils sont obligés d'inventer, et donc nous, en même temps, nous sommes obligés d'essayer de réfléchir sur ce qu'ils font. Mais facilité par le fait qu'ils expliquent assez ce qu'ils font finalement, et deuxièmement, le fait d'avoir des horizons longs rend plus visible, effectivement. Alors, à mon avis, il y aura un autre facteur qu'on n'a pas indiqué, c'est que personne n'est parfait. La culture chinoise sait parfaitement qu'ils ne contrôlent pas la totalité de ce qui se passe et qu'ils sont toujours dans des équilibres mouvements. Donc, il y aura des crises. Je prends par exemple sur le plan financier. Il est bien évident qu'il y aura forcément une crise financière majeure en Chine, tout simplement, d'abord simplement parce que personne n'est parfait, que celui qui saurait éviter toutes les crises financières n'existe pas. Premier point. Deuxième point, on voit suffisamment de facteurs majeurs de déséquilibre. Il y en a un qui finira par claquer. Je n'en déduis pas que ce serait la fin de la croissance chinoise du tout, mais ils auront à gérer ce genre d'événements, et y compris avec les conséquences sociopolitiques, qui n'est pas simple. Parce que dans un système qui promet et qui promeut cette clarté et ce développement long, c'est plus difficile d'assumer une crise qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est complètement normal, ça se produit, on pend 2 ou 3 factieux, on colle des amendes, et puis on change le président et on passe à autre chose. En Chine, c'est beaucoup plus gênant, il faut aller expliquer. Le système traditionnel, c'est qu'on remplaçait la dynastie par une autre. C'était des opérations assez musclées. Voilà, en tout cas, merci à tous et à chacun d'avoir suivi ces 2 tables rondes. Merci à Véronique Riche-Flores, merci à Pierre Delozin, merci à Dominique Garabiol et à Alain Piton de devoir jouer les supplétifs de la dernière heure. Merci à vous.